Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une présentation de la team Jumbo-Visma. Donc ouais, on va faire un récapitulatif donc de leur année 2023 qui, on peut le dire, est une année historique pour le Jumbo-Visma. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui s'était passé lors du Mercato 2022? On avait eu la surprise, voilà, la grosse arrivée d'Ilan Van Barle, vainqueur de Paris-Roubaix, qui avait quitté la formation Ineos Grenadier pour se joindre à la formation de Richard Plus Jumbo-Visma. Donc voilà, ils annonçaient clairement leur envie, encore une fois, de gagner un monument pavé, donc le Ronde ou alors Paris-Roubaix. Quelques atouts en montagne avec Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Walter et Thomas Glog, voilà, un jeune très prometteur de la Trinity. Ouais, on voit encore un mercato très intelligent, on voit des jeunes, Attila Walter, très prometteurs, Thomas Glog aussi, et un peu plus d'expérience avec Wilco Kelderman. Avoir de l'expérience montagne, c'est important. Au niveau des départs, pas grand monde au niveau des grands départs lors de l'année 2023. C'est vrai, on avait le jeune sprinter David Decker qui était parti vers Arkea Samsic. Voilà, un jeune sprinter assez prometteur. Et après de l'expérience, des gens plus vieux comme Chris Harper, Bike Section Jayco ou encore Mike Tennyson. Donc on avait aujourd'hui un très gros mercato de la part de la Jumbo-Visma en 2022 qui annonçait l'année finalement. Voilà, qui avait réussi à finalement se séparer de plusieurs vieux coureurs. Au profit de plus jeunes finalement. Donc maintenant on commence la saison avec les classiques de printemps et tout de suite ils ont marqué les esprits. Dès le 25 février, voilà, Omloop Newsblad, victoire de Dylan Van Barle. Le lendemain à Cambridge-Cyclone, c'est Tish Benoît qui gagne. Le 4 mars, l'Estrade Bianchi, 3ème place de Benoît. Après, ils ont fait que des bonnes passes, voire des victoires. Grand Prix de demain, 2ème place de Van Dijk, GPE3, Van Aert. Après, Laporte qui gagne Gore Game à travers la Flandre. Donc, on avait vraiment des classiques de printemps magnifiques. Ils ont surpassé ces classiques. Voilà, très intéressant. Et ensuite, voilà, les monuments sont arrivés. Et là, on a été forcément un peu déçus face à leur magnifique prestation au début de saison, voilà, avec une 3ème place sur Milan-San Remo de Van Aert, 4ème place sur le Tour des Flandres. 3ème place sur Paris-Roubaix, 7ème place sur Liège-Bastogne-Liège et 3ème place sur Lombardie. Voilà, donc c'est forcément un peu décevant quand on voit tout le budget et toute l'attente qu'il y a autour de cette équipe. Après, 3 podiums pour une équipe comme la Jumbo-Visma, c'est pas tellement acceptable. Enfin, on a quand même une déception sur Paris-Roubaix avec une énorme équipe. Van Aert a eu de la malchance aussi, faut le dire. Ça, sur la fin, surtout. Une crevaison au mauvais moment lors du Money Time. Mais malheureusement, le vélo, ça se joue aussi avec la chance et ils n'en ont pas eu sur ces classiques. Exactement. Puis après, on va parler de leur saison de Tour d'une semaine, mais qui est juste monstrueuse quand on regarde le récapitulatif. On commence par dès le Tour Down Under en Australie, avec la victoire d'étape de Juan Denis sur la 2ème étape. Ensuite, Tour des UAE. 5ème place au général de Sepp Kuss. Et puis après, on avait Paris-Nice, une 3ème place de Vingegaard et une surdomination de Lafcoy sur les sprints avec 2 victoires, la 5 et la 6, et le contre-la-montre gagné lors de l'étape 3. Lors du Tirreno, ils se sont rassurés avec Roglic. Roglic, la machine a gagné finalement Roglic. 3 victoires d'étape, 4, 5, 6, donc plus le classement général. Il a réitéré lors du Tour de Catalogne avec le classement général et cette fois 2 victoires d'étape lors de la 1ère et de la 5ème étape. Ensuite, on a enchaîné avec le Tour du Pays Basque, avec la victoire au classement général de Vingegaard qui a surdominé clairement l'épreuve avec 3 victoires d'étape, la 3ème, 4ème et la 6ème étape. Puis après, on a le Tour de Romandie où il laissait plus de la place à un Tobias Foss. Mais malheureusement, on a eu un abandon de Tobias Foss malgré sa 2ème place lors du prologue, donc on aurait pu peut-être plus attendre. Lors du Critérium du Dauphiné, une surdomination encore une fois de la Jumbo-Visma, la victoire du classement général du coup, mais aussi 4 victoires d'étape, 2 victoires avec Laporte 1 et 3 qui ramènera d'ailleurs le maillot vert, et 2 victoires d'étape avec Vingegaard, la 5ème et la 7ème. Voilà, c'est un beau critérium, on a vu Laporte porter le maillot jaune, ça fait plaisir quand on voit un Français à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, pour finir, le Tour de Suisse avec une 4ème place de Wilco Kelderman, une course qui était très ouverte et assez intéressante. On a quand même 4 victoires, du coup, victoire de 4 courses d'une semaine, et pas les moindres, des très prestigieuses, et un nombre de victoires d'étape assez impressionnant. Et maintenant, comment on peut parler de la saison de la Jumbo-Visma sans passer par les grands tours, une surdomination? Exactement. Le Giro, on se dit, ça va être ouvert, un grand tour ouvert avec plusieurs favoris, Geraint Thomas, Joao Almeida, Primoz Roglic, et finalement c'est la victoire du Slovène. Et ouais, c'est ce Giro qui a été marqué surtout par beaucoup de Covid, le cas de Remco, qui a dû abandonner à cause du Covid, mais c'est vrai qu'un Giro où les favoris n'ont pas beaucoup joué d'étapes, c'est joué sur le chrono final où Roglic a juste été monstrueux, a finalement renversé le sort du Tour 2019 avec la planche de Belleville. Même malgré un empêchement mécanique sur la dernière montée, il a réussi à
à mettre beaucoup de temps à Geraint Thomas. Ouais, impressionnant. Et donc il gagne encore une fois un nouveau Grand Tour, son 4e de sa carrière. Le premier Grand Tour pour la Jumbo-Visma, qui annonçait une très belle année de Grand Tour. Dès juillet, voilà, donc on a la victoire sur le Tour de France de Jonas Vingegaard, qui, malgré une seule victoire d'étape, voilà, sur le chrono, mais qui a quand même surdominé ce Tour de France dans la globalité. Ouais, c'est très intéressant ce Tour de France aussi avec un duel au sommet, un duel Pogacar-Vingegaard assez haletant. Dès la 6e étape à Marie-Blanc, c'était parti en feu avec Jonas Vingegaard qui avait attaqué, Pogacar qui n'avait pas pu résister. On s'était dit, que le tour était fini. Et non, chaque étape de montagne, Pogacar allait grignoter 15 secondes sur un Vingegaard pas très offensif, faut le dire, mais sur de ses forces. Et lors du chrono, la démonstration, on a eu les deux qui ont surdominé, mais Vingegaard a été un cran au-dessus de Pogacar. Et le lendemain, Pogacar sûrement peut-être un coup de mal de morale. Mais quand même, il ramène donc le maillot jaune et le classement par équipe. Et donc on attaque le 3e et dernier grand tour, le grand tour pour l'histoire. Voilà, le dernier grand tour de la saison, la Vuelta, avec une équipe tout simplement énormissime, monstrueuse. Les deux vainqueurs des deux grands tours avec Sepp Kuss qui vont finalement faire podium de la Vuelta, les 3 sur le podium avec la victoire un peu surprise entre guillemets pour Sepp Kuss qui avait remporté l'étape 6 en échappé. Voilà, on a un grand tour, ils arrivaient à 2 leaders pour nous. Honnêtement, c'était Jonas Vingegaard et Primož Roglič. On disait qui va faire la passe de 2. Finalement, c'est Sepp Kuss qui, grâce aux échappés, grâce à sa victoire d'étape lors de l'étape 6, mais les Martinez a porté, mais l'étape 9, il me semble, récupère le maillot rouge. Et puis après, ils ont surdominé cette Vuelta, 5 victoires d'étape. Et honnêtement, pas de concurrence sur cette Vuelta. Le classement par équipe, très logiquement. Et bon, il marque l'histoire. Aucune équipe n'avait réussi à gagner les 3 grands tours. Tout simplement monstrueux. Donc, on a la tactique de la Jumbo-Visma. Qu'est-ce que finalement la tactique de la Jumbo-Visma, comme on l'a vu? C'est de gérer un gros train dès le début de la montée. Et puis après, les équipiers qui s'écartent un par un et on veut tout faire péter. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont déjà les armes pour faire ça. Ils ont des équipiers tout simplement monstrueux et ça leur permet, comme tu dis, de faire tout péter dans le peloton et de mettre sur orbite soit Vingegaard, Roglič, ou parfois sur la Vuelta, on a vu Kuss. Ouais, et même sur la Vuelta, ils avaient des techniques assez surprenantes. On a vu à un moment, ils étaient à 3 et ils ont décroché. Mais on ne sait pas ce qui s'est dit dans l'oreillette. On a vu que Sepp Kuss a parlé à l'oreillette avant qu'il décroche, donc il a dû sûrement le relancer. Mais c'est vrai que la Jumbo-Visma, ils ont plutôt quand même réussi cette année quand on regarde les 3 grands tours gagnés. Exactement. Sur les monuments, peut-être un peu moins. Sur les monuments, un peu moins, ouais. De la malchance, honnêtement. Par exemple, sur Paris-Roubaix, on a Dylan Van Baarle, Christophe Laporte qui ont des ennuis mécaniques et physiques. Pour Van Baarle, voilà, donc de la malchance. Voilà, sinon une année très complète et très intéressante. Et du coup, on peut retenir surtout la stat, c'est que sur 63 jours de Grand Tour, ils en ont passé 30. Donc quasiment la moitié des Grands Tours, c'était un coureur de la Jumbo-Visma qui avait le maillot de leader sur les épaules. Donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, quand on sait qu'au Giro, il l'a tenu qu'un seul jour. Voilà, donc on a vraiment une équipe Jumbo-Visma qui sait garder le maillot. Étape 6 pour le Tour de France et étape 8 pour Sepp Kuss sur la Vuelta. Donc on a une surdomination de la part de leur équipe. Vingegaard et Roglič qui finissent avec 15 victoires tous les deux. Olaf Koch aussi qui a explosé cette année, qui a 13 victoires. On en a encore beaucoup de leur équipe qui ont juste surnommé cette saison. Ils ont été très très forts. Van Aert, peut-être une saison un peu en dessous pour Van Aert. 5e, beaucoup de places d'honneur. Après une très très belle saison de la part de Christophe Laporte, 5 victoires d'étape, c'est très bon pour Christophe Laporte et un maillot de champion d'Europe aussi. Ouais, c'est ça, Christophe Laporte qui a continué sur la lancée de la saison précédente où là il a vraiment confirmé et tout explosé avec notamment exactement ce titre de champion d'Europe. Simplement. Et cette double victoire à Gand-Wevelgem et au Tour des Flandres. Gand-Wevelgem, ça a été un peu offert, on va dire, par Van Aert, mais Tour des Flandres, tout seul en patron. À la pédale, exactement. D'accord, donc bravo. Bravo à la Jumbo-Visma qui a fait une saison énorme, qui va se d'ailleurs renommer, changer de nom, la Jumbo-Visma. Donc ouais, on attend du changement, même si la baisse de budget ne va pas du tout être énorme, une petite baisse de budget pour la Jumbo-Visma. Sur 30 millions, je crois. Donc la nouvelle équipe va s'appeler Visma Leasebike pour l'année 2024. Donc ça va être très intéressant à voir les recrues. Après, quand même, il faut le dire, déjà, on a un gros départ.
le départ de Primoz Roglic pour la Bora. C'est vrai. Après, est-ce que c'est pas le bon moment parce que Primoz Roglic, on l'a peut-être vu un peu sur l'essence, même si la fin de saison stratosphérique. C'est ça. Hein, Un peu... On a en troisième place sur Lombardia, victoire du Giro, une troisième place sur la Vuelta aussi. Donc ouais, une très très belle saison. Oui, c'est ça. Et puis la Jumbo qui cherche peut-être aussi à en quelque sorte se renouveler. Roglic, ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans la structure et il avait besoin d'une nouvelle expérience sûrement. Et puis avec surtout la victoire de Sepke en grand tour, on se dit que peut-être il aura l'opportunité sur d'autres tours, soit d'autres grands tours ou juste des tours d'une semaine, d'avoir le leadership. Ouais, moi j'avais, surtout sur le mercato, très intelligent, hein, Matteo Jorgensen, beaucoup de jeunes ont mis sur les jeunes comme la UAE. De plus en plus, les grosses écuries misent sur les jeunes, misent sur l'avenir finalement. On comprend que ce cyclisme a changé. Ce cyclisme maintenant explose de plus en plus jeune. Et voilà. On avait quelques questions à vous poser. D'abord une question. Est-ce que vous pensez que Stepkus aurait pu gagner la Vuelta sans son équipe? Est-ce qu'il avait les capacités pour gagner sans son équipe? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la saison 2022? Vous nous dites. Nous, on fera bientôt 2024, pardon, ouais. On fera une petite vidéo dessus, mais beaucoup plus courte sur nos attentes pour la saison 2024. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà. Des idées aussi, dans la prochaine vidéo, ce sera sur la Soudal Quickstep présentation. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Équipe française, il y aura un sondage. Et donc, dites-nous qui vous préférez en équipe française. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas à like, commenter, vous abonner. Partager, n'hésitez pas, voilà, ça fait plaisir. La petite cloche. Et puis voilà. Et puis donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo.